Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse qui a vraiment le mérite de bousculer pas mal de nos certitudes. Ah oui. La source, c'est une conférence organisée par Europe Direct Eno. Ça s'inscrit dans le cadre de leur Jeudi.e. D'accord. Et l'orateur, c'est Vincent Dujardin, professeur à l'UC Louvain, un grand spécialiste de la construction européenne. Et le titre est assez percutant. Oui, le titre donne tout de suite le ton. De Robert Schuman à la guerre en Ukraine. S'unir ou disparaître, Ça pose le décor. clairement. Et le point de départ de sa réflexion est redoutable de simplicité. C'est la question qu'il pose à ses étudiants. Exactement. Il leur lance ce défi. Trouvez-moi une seule autre période de 80 ans de paix sur le continent européen depuis Jules César. Et la réponse est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Et ça remet tout en perspective. Cette paix qu'on a fini par considérer comme normale, quoi. Comme un dû, oui. En fait, c'est une anomalie historique, une pure exception. Une exception qui a volé en éclats le 24 février 2022. On a tous en tête les images de Tchernigov. Ces scènes de guerre totale, oui, qu'on pensait vraiment reléguées au livre d'histoire. Exactement. Et d'un coup, le concept de paix, ce n'était plus une abstraction. Il a eu un prix très concret et très élevé. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer les arguments de cette conférence, pour comprendre comment on en est arrivé là et surtout ce que ça implique pour l'avenir de l'Europe. Alors commençons peut-être par l'ampleur du choc. Le professeur Dujardin insiste beaucoup là-dessus. Oui, ce n'est pas un conflit périphérique. Non, pas du tout. C'est une guerre de haute intensité. Les chiffres qu'il cite, ils donnent le vertige. Selon les services de renseignement américains et britanniques, Oui, oui. on estime entre 300 000 et 350 000 le nombre de soldats russes mis hors de combat, morts ou blessés. C'est colossal. C'est tout simplement colossal. C'est un réveil brutal, surtout quand on pense à l'image que l'Europe projetait. Il utilise une caricature de Plantu pour ça, non? Oui, pour illustrer ce projet si unique, après des siècles de tentatives d'unification par la force, les Romains, Napoléon, Hitler, l'Union européenne, c'est la toute première tentative de créer un ensemble. Uni par la démocratie. Voilà, en rassemblant des peuples, des cultures qui se sont fait la guerre pendant 1000 ans. C'est ça, le fameux miracle européen. Mais il apporte une nuance très importante et qui a souvent été oubliée. Cette paix, c'est la paix pour les membres de l'Union. Ah oui. Il rappelle la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 90. C'était sur le continent européen, c'était d'une violence inouïe. Mais les pays impliqués n'étaient pas à l'époque dans l'Union. Exactement, c'est une distinction cruciale. Et donc, cette guerre en Ukraine, elle révèle une nouvelle donne géopolitique. Et surtout, la fragilité de l'Europe. Oui, d'un côté, une guerre majeure à ses portes, et de l'autre, un allié américain qui n'est plus cette garantie de sécurité absolue. L'expression qu'il emploie est percutante. L'Europe est un géant économique, mais un nain politique. Et il illustre ce point avec un exemple très concret. Presque humiliant en fait. Lequel? Il raconte comment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a dû se rendre aux États-Unis pour signer un accord commercial. Jugé défavorable à l'Europe. Très défavorable, oui. Et pourquoi? Parce que Donald Trump avait, en substance, menacé de ne plus garantir la défense de l'Europe face à la Russie si l'UE ne faisait pas de concessions. C'est la définition même du manque d'autonomie stratégique. Complètement. Attends, c'est fascinant parce que ça va au-delà de la simple pression politique. L'analyse de Dujardin sur la psychologie de Trump est un des points forts de la conférence. Ah oui, tout à fait. Il dit qu'il faut le voir non pas comme un président classique, mais comme un businessman, c'est ça? Hmm. Qui cherche toujours le deal? C'est exactement ça. Et ça change tout. Parce que du coup, ces actions, même les plus choquantes, elles deviennent prévisibles. Comment ça? Dujardin prend cette image. Trump demande 300 pour obtenir 20. Ça veut dire que face à lui, la diplomatie classique feutrée ne fonctionne pas. Il faut entrer dans un rapport de force. Une négociation permanente. Et l'Europe n'était absolument pas préparée à ça. Elle a appris à ses dépens qu'elle ne pouvait plus se reposer entièrement sur son grand frère américain. Cette prise de conscience a forcé l'Europe à réagir, au moins symboliquement. Il y a eu ce moment très fort, en octobre 2023. La réunion à Kiev? Oui, quand les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis là-bas. C'était la toute première fois qu'une telle réunion se tenait en dehors d'un pays membre. Le symbole était clair. L'Ukraine fait partie de la famille. Et on est là. Mais cette fragilité politique, elle est frappante. Et pour comprendre pourquoi l'Europe peine autant à agir comme un bloc uni, il faut peut-être revenir à la base, non? Oui. Finalement, qu'est-ce qui nous lie? C'est quoi l'Europe? Au-delà d'une simple carte géographique.
C'est la question fondamentale. Et la réponse de Dujardin, c'est que ce n'est pas géographique. Et pour le prouver, il prend l'exemple de Chypre. Oui, l'île est membre de l'Union européenne, mais si on regarde une carte, elle est géographiquement bien plus à l'est que la Turquie, dont la candidature continue de poser d'énormes problèmes à beaucoup de membres. Donc ce ne sont pas les frontières physiques qui définissent l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est? La thèse centrale, c'est que l'Europe est avant tout un ensemble de valeurs partagées. Il s'appuie sur les travaux d'un économiste américain pour ça. Oui, Joseph Stiglitz, prix Nobel, qui a identifié un modèle européen quasi unique au monde. Il y a bien sûr la démocratie, mais surtout deux piliers, la justice sociale et la solidarité. Et il donne un chiffre qui est absolument sidérant, L'Union européenne, c'est moins de 7% de la population mondiale. mais elle représente plus de la moitié de toutes les dépenses de solidarité de la planète. C'est énorme. Quand on entend dépenses de solidarité, de quoi on parle exactement? Les systèmes de santé, les aides sociales, ce genre de choses. Exactement, c'est tout ça. C'est l'idée que la société, à travers l'impôt, prend en charge les plus vulnérables. Chômage, maladie, retraite. C'est ce modèle que nous, on tient pour acquis, qui est une quasi-exception à l'échelle mondiale. Voilà. Aux États-Unis ou en Chine, la philosophie est radicalement différente. C'est ce qui fait de l'Europe, au-delà d'un marché, un véritable projet de civilisation. D'accord. Mais d'où viennent ces valeurs saisies? Ce n'est pas tombé du ciel. Non, et l'analyse remonte très loin, jusqu'à 3 héritages fondamentaux de l'Antiquité qui ont forgé notre identité. Le premier, c'est l'héritage grec. La rationalité, la philosophie, la démocratie athénienne, l'idée qu'on peut comprendre le monde par la raison, Le deuxième, l'héritage romain. le droit, l'urbanisme. Oui, et surtout, un événement historique capital. La division de l'Empire romain entre l'Empire d'Occident, avec Rome, et l'Empire d'Orient, avec Byzance. Et cette césure, qui date du IVe siècle, elle a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est fou. Absolument. Parce qu'elle va créer deux mondes qui vont évoluer différemment. En Occident, l'Empire s'effondre, mais l'Église de Rome survit et devient une puissance autonome, distincte du pouvoir politique. C'est la racine de notre séparation de l'Église et de l'État. Tout à fait. Alors qu'en Orient, l'Empire survit 1000 ans de plus et le pouvoir politique, l'empereur, contrôle l'Église. Le politique et le religieux sont fusionnés. Et ça nous amène au troisième héritage. L'héritage judéo-chrétien, qui va se développer différemment dans ces deux mondes et qui a façonné notre notion du respect de la personne humaine. Ce point sur la division de l'Empire est essentiel pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Ah oui, Quand on voit le patriarche de Moscou, Kirill, un ancien du KGB, qui bénit les armes et qualifie Poutine de « cadeau de Dieu », c'est quelque chose d'impensable en Europe occidentale. ce n'est pas juste un soutien politique, c'est une fusion du trône et de l'autel qui vient directement de cet héritage byzantin. Et c'est là qu'on touche au cœur du drame ukrainien. Car pour la Russie, le berceau de son église orthodoxe, Ce n'est pas Moscou? non, c'est Kiev. Kiev, la mère de toutes les villes russes. Donc voir ce berceau de leur civilisation, de leur âme, choisir massivement le camp de l'Occident, Sa démocratie, ses valeurs, c'est perçu à Moscou non pas comme un choix géopolitique, mais comme une trahison, une amputation, une menace existentielle. ça explique pourquoi tous les raisonnements rationnels des Européens se sont effondrés. On se disait, Poutine n'attaquera jamais. voilà, L'Allemagne est son premier client pour le gaz, il ne va pas scier la branche sur laquelle il est assis. on raisonnait en termes économiques. Alors que lui était dans une logique de civilisation, d'histoire longue. Et le 24 février 2022, il a surpris tout le monde. Avec une ironie mordante d'ailleurs. L'invasion a provoqué l'exact inverse de ce qu'il souhaitait. Il voulait affaiblir le temps. Il l'a ressuscité. Totalement. Le président Macron avait parlé d'une organisation en état de mort cérébrale. D'un coup, elle est redevenue plus pertinente que jamais. Avec la Finlande et la Suède qui ont frappé la porte. Exactement. Cette crise a aussi mis en lumière nos dépendances critiques. La première, c'était l'énergie. L'Allemagne en particulier. Oui, extraordinairement dépendante. 66% de son gaz venait de Russie. Quand la guerre a éclaté et que les vannes se sont fermées, Ça a été la panique. la panique et une explosion des prix. On est passé de 16 € le mégawattheure avant la crise à un pic de... 345 €. C'est une multiplication par plus de 20, c'est dingue. Ça a mis à genoux des pans entiers de l'industrie européenne. On a dû en urgence trouver d'autres fournisseurs. Du gaz liquéfié américain surtout. Voilà, on a simplement remplacé une dépendance russe par une dépendance américaine. Le problème de fond, lui, reste entier. Et puis il y a l'autre dépendance, peut-être encore
Plus grave, la dépendance militaire. Ah oui, les budgets de défense combinés des pays européens sont importants sur le papier, bien supérieurs à celui de la Russie. Mais dans les faits, L'Europe est un nain militaire, pourquoi? parce que cet argent est dépensé de manière totalement désordonnée, inefficace. Chaque pays a son propre matériel, ses propres standards. Mais le point le plus crucial, c'est le renseignement, non? C'est le point clé. 99% du renseignement stratégique, les satellites, les écoutes, la vision globale du champ de bataille, vient des Américains. Il faut être très clair. Sans ces informations, Sans ces informations fournies en temps réel par Washington, l'armée ukrainienne, aussi courageuse soit-elle, se serait effondrée en quelques semaines. ça veut dire que les États-Unis tiennent littéralement la survie de l'Ukraine entre leurs mains. C'est un levier de pression absolument énorme. Si demain, un président américain décide de couper le robinet du renseignement, c'est terminé. Ce qui nous amène à la conclusion, au titre même de la conférence, unir Seuse ou disparaître. C'est un choix existentiel. Et pour illustrer ce dilemme, le professeur Dujardin fait un parallèle historique audacieux mais très éclairant avec les débuts de la construction européenne. Il nous ramène dans les années 50 ? Oui. À cette époque, qu'est-ce qui a poussé des ennemis jurés comme la France et l'Allemagne à s'asseoir à la même table? C'est la peur. La peur de l'Union soviétique, de Staline. C'est cette menace existentielle qui a poussé les pères fondateurs à créer la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ACK. Et c'est important de rappeler pourquoi le charbon et l'acier, n'est-ce pas? C'était les nerfs de la guerre, littéralement. Les matières premières de l'industrie de l'armement. En mettant en commun la production franco-allemande sous une autorité supranationale, on rendait matériellement impossible une nouvelle guerre entre les deux pays. C'était un coup de génie stratégique. Le parallèle avec aujourd'hui est frappant. La menace combinée de la Russie de Poutine à l'Est et d'une Amérique potentiellement isolationniste si Trump revient au pouvoir, Pourrait jouer le même rôle de catalyseur. la peur pourrait à nouveau forcer l'Europe à s'unir. Pourrait, oui, parce que rien n'est moins sûr. Et l'exemple qu'il donne sur l'Europe de la défense est terrible, presque caricatural. L'avion de combat du futur. Voilà, on parle de la nécessité d'un projet européen pour ne plus dépendre des Américains. Résultat, Résultat, au lieu d'un projet unique, il y en a deux. Un projet franco-allemand-espagnol, le SCAF, et un projet concurrent mené par les Britanniques avec les Italiens. et ce n'est pas tout. Non, même au sein du projet franco-allemand, les industriels, Dassault et Airbus, se sont déchirés pendant des années pour savoir qui aurait le leadership, comment on se partagerait le gâteau. C'est l'illustration parfaite de la primauté des intérêts nationaux sur l'intérêt commun. C'est désespérant. Si même la France et l'Allemagne, le fameux moteur européen, n'y arrivent pas, comment construire une défense européenne crédible ? Au final, cette désunion nous fragilise et nous force à faire quoi? À acheter américain. Comme la Belgique, la Pologne et tant d'autres qui se tournent vers le F-35. On finance l'industrie américaine avec notre propre argent. Le défi est immense et ça va bien au-delà du militaire. C'est tout le concept d'autonomie stratégique qui est en jeu. Face à la Chine pour les semi-conducteurs, les médicaments, les terres rares, l'Europe a pris conscience pendant le Covid qu'elle ne produisait même plus ses propres masques. Ou son propre paracétamol. Mais malgré ce tableau très sombre, l'analyse se termine sur une note d'espoir. Ou du moins sur un pari. Lequel ? Le pari que la situation géopolitique est devenue si grave, si dangereuse, qu'elle pourrait finir par contraindre les dirigeants européens à dépasser leurs égoïsmes. Ils prendront enfin conscience que la seule voie pour survivre en tant que projet politique, c'est de renforcer ce nous européen. Voilà. Donc, si on fait le bilan, ce qui ressort de tout ça, c'est que cette guerre en Ukraine a agi comme un véritable révélateur, un électrochoc. Un électrochoc terrible qui nous a rappelé que la paix n'est pas un état de nature, mais une construction politique fragile. Elle a mis une lumière crue sur nos dépendances, nos divisions. Et elle nous a forcés à nous interroger sur notre identité profonde. Pas une identité géographique, mais une identité fondée sur des valeurs de solidarité qui sont, on l'a vu, une exception dans le monde. Le message central est sans ambiguïté. Face à des empires qui ne partagent pas ces valeurs, l'Europe n'a pas d'autre choix que de s'unir pour exister. La question n'est plus seulement de savoir si l'Europe peut s'unir, mais si elle parviendra à temps à renforcer ce nous européen pour ne pas être marginalisée. Voire disparaître de la scène mondiale. Et on pourrait terminer avec cette réflexion qui est inspirée de l'analyse historique de la conférence. Oui. Les menaces extérieures, Staline hier, Poutine aujourd'hui, peuvent effectivement forcer l'unité. C'est indéniable. Mais une union qui serait forgée uniquement par la peur, par la réaction à une menace,
peut-elle vraiment être aussi forte et durable qu'une union construite sur un projet positif, sur une vision partagée de l'avenir? C'est peut-être ça le vrai défi des prochaines années.